À Moscou, Lavrov frappe fort. Devant les journalistes arabes, le chef de la diplomatie russe lance un message clair. L'ère de la domination occidentale touche à sa fin. La Russie tend la main au monde arabe, une alliance stratégique, une vision commune et un objectif, reprendre le contrôle de leur destin. De la Palestine à la Syrie, de l'Égypte à l'Iran, Moscou promet une coopération sans tutelle ni double standard. Un discours qui fait trembler l'Occident et redessine les lignes du pouvoir mondial. Bonjour chers collègues, je suis heureux de vous saluer au ministère des Affaires étrangères. Je sais que les invités qui sont venus en Russie afin de couvrir le sommet russo-arabe se trouvent en Russie pendant les périodes assez longues. Et je pense que vous avez eu l'opportunité de prendre connaissance de nos sites touristiques, non seulement de Moscou, mais aussi d'autres territoires russes. La situation qui a mené à cette journée, vous la connaissez parfaitement. Aujourd'hui, on a dû commencer l'événement du sommet. C'est la continuation de la mise en œuvre des arrangements sur Gaza. Ce sont les initiatives qui ont été promues par nos amis, par le Qatar, par M. Trump, qui a proposé son plan. Et à plusieurs reprises, nous avons évalué hautement ce plan, bien que les initiatives ne se limitent pas à ce plan. Mais ce plan peut aider à cesser l'effusion du sang et régler les problèmes socio-économiques et humanitaires. À présent, des milliers des habitants de Gaza reviennent chez eux. Je ne sais pas comment ils vont reprendre leur vie quotidienne, mais il est mieux de restaurer, rétablir la vie que vivre sous le danger de mort. C'est pourquoi nous souhaitons le succès, le plein succès aux événements d'aujourd'hui, à ce sommet à Sharm el-Sheikh. Comme je le sais, plus de 20 pays, y compris les pays arabes, les pays occidentaux, y prennent part. J'espère que tous les arrangements seront mis en œuvre. Mais de la part du Hamas et de Tel Aviv, nous entendons les déclarations que le processus n'est pas fini, n'est pas finalisé et peut-être on va être témoin des reprises de la crise. Il est important que tous les initiateurs de cette formule, de ce plan, premièrement Donald Trump, l'Égypte, le Qatar, la Turquie, proviennent ces tentatives et se focalisent sur la nécessité de cesser le feu de façon immédiate, de suivre la ligne qui a été harmonisée afin de retirer les troupes israéliennes à la bande de Gaza, afin de rétablir les livraisons humanitaires et reconstruire cette place merveilleuse sur la terre qui peut-être a souffert plus que d'autres territoires du monde. Et bien sûr, le règlement à long terme solide est possible si on crée l'État de Palestine. Dans le plan de la paix de Donald Trump, il ne s'agit que de la bande de Gaza. Il y a eu la notion des États, des structures d'État dans ce plan, mais il faut concrétiser cette approche étatique et définir le futur de la Cisjordanie. Parce que la formule
prévoit la création de l'État indépendant de Palestine dans les frontières de l'année 1967. Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de questions sur notre vision sur cette situation, mais je voudrais réitérer que nous acceptons, nous encourageons ces initiatives. L'arrangement sur l'organisation de cet événement majeur consacré au dossier palestinien est très important. Monsieur Poutine s'est arrangé avec le Premier ministre de l'Irak que le sommet arabe serait reporté. La date de cet événement sera définie plus tard. Je pense que nous aurons l'opportunité d'organiser cet événement et de nous rassembler encore une fois pour ce sommet. Nos amis arabes se développent de façon stable. La Ligue des États arabes renforce davantage ses capacités en tant qu'un des piliers du monde multipolaire qui est en train de se former. Elle participe de façon active dans toutes les affaires, y compris les affaires économiques, et de plus en plus souvent, elle porte sa contribution à la résolution des problèmes régionaux, les problèmes politiques. Nous constatons la croissance stable des chiffres d'affaires avec la Ligue des États arabes. Le chiffre d'affaires a déjà dépassé 34 millions de dollars. Oui, ce ne sont pas les chiffres... Alors, les chiffres sont plutôt modestes, mais ce chiffre de 34 milliards de dollars est beaucoup plus qu'il y a plus de 20 ans. Alors, notre dynamique est stable, très positive. Nous avons beaucoup de projets qui portent sur l'énergie, le pétrole, le gaz. Nous coopérons dans le cadre de l'OPEP+, dans le cadre du Forum des exportateurs du gaz, mais pas que. De plus en plus de pays expriment leur intérêt vers notre expérience en matière de l'énergie nucléaire, l'utilisation non nucléaire de l'énergie atomique. L'un des projets phares est la construction en Égypte d'une première centrale nucléaire. L'agriculture, les livraisons de nos produits alimentaires, des engrais suscitent le grand intérêt de la part de nos partenaires. Et bien sûr, depuis l'époque de l'Union soviétique, nous avons établi la coopération avec les pays arabes en matière d'enseignement, de formation. Des milliers des étudiants ressortissants des pays de la Ligue des États arabes ont fait leurs études en Russie et continuent à faire leurs études dans nos établissements de l'enseignement grâce à nos quotas. Le domaine du tourisme est en hausse. Nos touristes s'intéressent à vos beaux pays et de plus en plus de ressortissants des pays arabes viennent en Russie et c'est un bonheur pour nous. Nous réalisons de projets majeurs dans le domaine culturel, des projets visant à multiplier les progrès dans ce domaine, y compris les saisons russes qui sont organisées dans un grand nombre de pays, premièrement dans les pays du Golfe. Cette expérience est très demandée dans d'autres domaines et bien sûr, nous serons très ravis si les représentants Nous avons été très ravis que les représentants des pays arabes avaient participé à notre compétition d'intervision.
C'était le festival musical qui a eu lieu le 21 septembre. Et comme nous le savons, nos amis émiriens vont héberger cette compétition l'année prochaine et nous allons soutenir cette expérience, cette initiative. Alors, je conclus mes propos préliminaires. Nous avons une grande expérience dans plusieurs domaines. Cette expérience nous a permis de continuer les belles initiatives soviétiques. L'Union soviétique a été le premier État de reconnaître l'indépendance de l'Arabie saoudite. L'expérience des contacts historiques nous aide aujourd'hui à nous appuyer sur les acquis, sur des progrès atteints à long terme. Tout le monde n'aime pas le développement du partenariat entre la Russie et le monde arabe. Et bien sûr, certains acteurs préfèrent les pratiques néocoloniales, la politique divisée pour mieux régner. Nous le savons parfaitement. Ces pratiques persistent, mais une tendance prioritaire, une tendance majeure, c'est le partenariat mutuellement bénéfique à la base du respect mutuel, la prise en compte des intérêts de l'un l'autre et l'établissement de l'équilibre de ces intérêts. Alors, nous passons à vos questions, s'il vous plaît. Et je donne la parole à Maria. Les événements qui se déroulent aujourd'hui sont très importants. Il s'agit de l'événement à Sharm el-Sheikh. Voilà ma question. Vous avez exprimé le scepticisme en ce qui concerne ce format, mais comment estimez-vous le succès potentiel de cette initiative? Est-ce que le cessez-le-feu va engendrer le processus du règlement de cette crise? Est-ce que la Russie peut s'engager dans ce processus? J'ai vu la liste des pays qui ont participé qui participent à ce sommet à Sharm el-Sheikh. Aujourd'hui, c'est plus de 20 pays. Les niveaux sont différents, les niveaux des ministres, des présidents et même des ambassades, et même l'ambassadeur du Japon a été invité. Pourquoi est-ce que la Russie ne participe pas à ce sommet, tandis que la Russie a toujours joué le rôle important d'intermédiaire dans le cadre du quartet, dans la résolution de ce problème. Elle a agi en tant qu'intermédiaire entre Hamas et Israël. Et pourquoi est-ce que la Russie n'est pas présente à Sharm el-Sheikh? Je ne peux que mentionner que les invitations ont été envoyées par les organisateurs du sommet eux-mêmes. Les autorités égyptiennes ont harmonisé leurs actions avec d'autres initiateurs, premièrement les États-Unis. Le Premier ministre de l'Irak n'a pas été invité non plus, bien qu'il fait partie de la Ligue des États arabes. Le fait que l'ambassadeur japonais va prendre part à ce sommet, vous savez, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a déjà dit qu'on doit rétablir, restaurer Gaza. Et le fardeau principal, et comme il l'a souligné, va être porté par les pays arabes, comme les États-Unis l'espèrent. Mais le Japon est engagé aussi dans le processus de la reconstruction de plusieurs territoires qui ont souffert dans ce conflit
et je pense qu'il est plutôt raisonnable, la Russie est prête à participer à n'importe quel format. Vous avez mentionné le quartet, il a été détruit par les efforts de Biden. Bien que ce quartet assurait les arrangements sérieux, y compris les arrangements de 2004-2005, non, même plutôt 2001. Quand la feuille de route du quartet a été adoptée au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui comportait les mesures concrètes pour la création de l'État palestinien. Ce processus devait prendre 2 ans. Le Conseil de sécurité a adopté cette initiative en unanimité, mais nous savons le sort de cette initiative. Plusieurs initiatives ont répété le sort du quartet, y compris les principes de Madrid de 1991, l'initiative de paix arabe de 2002. Toutes ces initiatives ont été encouragées et promues, mais n'ont pas eu de succès. En ce qui concerne les perspectives de ces efforts que nous saluons de façon active, le président en a parlé récemment à Dushanbe. Bien sûr, le scepticisme que vous avez évoqué reste. Beaucoup de fois, ces espoirs de paix, de prospérité de cette région du monde n'ont pas été remplis, d'autant plus que nous entendons dire certaines personnes dire ces pronostics sceptiques. Par exemple, Benjamin Netanyahou a dit récemment que beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il faut combattre nos ennemis jusqu'à la fin. On peut appeler cela le scepticisme, mais on peut nommer cela en même temps la volonté de continuer cette offensive contre ceux qui sont considérés les ennemis. Le Hamas, il a eu beaucoup de discussions en ce qui concerne la mise en place de ces engagements qui doivent prendre le premier pas. Oui, Tzahal s'est retiré jusqu'à ligne qui a été finalisée, qui a été harmonisée. J'espère que tous les engagements seront remplis. Si les participants à ce sommet et ceux qui vont surveiller la mise en place de ce plan de Trump trouvent que la Russie peut être utile, je vous assure, nous n'allons pas rejeter cette proposition, mais quand même, nous souhaitons du plein succès à ce sommet avant tout pour que le peuple palestinien ait une vie paisible. Merci. Le micro, s'il vous plaît. Monsieur Lavrov, bonjour. Mohamed Tanimi, la chaîne irakienne Ibaria, la chaîne officielle de l'Irak. Comment évaluez-vous le rôle de la Russie pour mettre fin à l'effusion de sang? La Russie a tâché de mettre fin à ce massacre qui a eu lieu dans la bande de Gaza. Quelles sont vos évaluations? Merci. Nous avons tâché de travailler avec toutes les parties à ce conflit. Le premier pas, c'était le rejet de violence. Il faut coexister. C'est inévitable. Le compromis est inévitable dans tous les conflits. Il faut se mettre d'accord sur la fin de ce massacre, de cette effusion de sang. Il y a eu des initiatives de l'Égypte, du Qatar, des pays islamiques, la Turquie, à l'issue du sommet
arabo-islamique, les pays arabes sont prêts à chercher, à trouver un compromis. Et j'espère que nos collègues israéliens, avec lesquels nous maintenons un contact direct, ils doivent comprendre qu'on a besoin de l'équilibre des intérêts. Il ne faut pas se fixer la tâche qui va menacer l'existence paisible indépendamment de ce que les voisins en pensent. C'est une situation bien sûr complexe, mais j'ai déjà dit que l'origine de ce conflit, c'est la manque du progrès dans le cadre du processus de l'établissement de l'État palestinien et le regret dans la création de l'État palestinien. Je me souviens quand je travaillais en Nations Unies, il y a 25 années, je pense, j'ai parlé à mes collègues israéliens dans une atmosphère informelle. Nous avons tâché de comprendre comment nous pouvons mettre fin à cette situation et j'ai dit tout le temps, comme un ami, que le risque principal pour la région, pour la sécurité d'Israël, y compris pour la sécurité d'autres pays de la région, est le non-règlement, non-résolution de la question sur la mise en place de la décision des Nations Unies sur la création de l'État palestinien. Depuis 80 années environ. Et mes collègues israéliens ont dit que c'est une position exagérée. Si on agit comme ça, cela peut définir la promotion des actes terroristes, mais c'est un facteur qui alimente la préservation de l'extrémisme dans le monde arabe. Bien sûr, vous vous souvenez bien sûr de l'acte terroriste du 7 octobre 2023 qui a été condamné tout de suite. Et après cela, à maintes reprises, quand Israël a commencé son opération sous la devise de l'élimination de tous, le ministre de la Défense à l'époque et d'autres membres de l'administration du président disaient que il disait qu'il n'y avait pas des civils. Ils sont tous les extrémistes depuis l'âge de 3 ans. Et nous avons proposé une résolution à 5 fois, si je me trompe. C'était à l'époque de la présidence de Biden, mais la punition collective des Palestiniens a continué. Et si l'on parle de l'extrémisme, imaginez-vous qu'aucune génération dans la bande de Gaza, aucune génération ne savait pas d'autre temps que le blocage, la manque des chaînes de communication avec le monde. Et comment pensez-vous les parents élèvent leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils leur racontent? Si l'enfant pose une question, maman, quel établissement a été ici à l'époque? Quels sont mes grands-parents? Quels sont nos dirigeants? Et à l'école, même à l'école, les enfants vont recevoir l'information respective. Et ces enfants seront... Et si quelqu'un veut que ces enfants soient élevés en bonheur, c'est impossible. L'État palestinien est nécessaire, c'est un besoin, il faut résoudre ce problème. Mais comment? C'est une autre question. Il faut faire des concessions réciproques. Le plan de Trump mentionne dans le contexte de la formation de l'État palestinien et la Cisjordanie n'a pas été mentionnée dans ce plan. Et si vous consultez la carte de la Cisjordanie, en dehors des
des villages illégitimes, il n'y a rien. Quelqu'un dit qu'on doit établir 2 ou 3 municipalités pour les Palestiniens. Ce n'est pas un État. Et je ne pense pas que la formation des municipalités ou des quasi-structures publiques, des structures étatiques, sera considérée par le monde arabe et par les Palestiniens eux-mêmes comme une issue satisfaisante de ce drame qui dure depuis très longtemps. Bien sûr, l'Occident a tâché de faire traîner ce dossier palestinien. Il voulait créer des foyers de détention pour ne pas permettre la création de cet État palestinien où la feuille de route aurait pu être remplie il y a 25 ans. Je l'ai déjà mentionné en juin dernier, quand il y a eu une escalade dans la bande de Gaza. C'était une catastrophe humanitaire, sans doute. Le président Macron, le premier ministre Starmer ont dit que oui, nous allons venir aux Nations Unies et nous allons reconnaître l'État palestinien. C'était en juin. L'Assemblée générale a commencé dans 3 mois. Mais si on va reconnaître l'État, pourquoi attendre 3 mois? Aussi, vous espérez que l'État ne va pas exister. Il faut se débarrasser des mesures de poids de mesure. Et j'ai lu l'article d'un politologue qui écrit que l'Occident n'a pas besoin de l'État palestinien indépendant. L'Occident a besoin de la Palestine contrôlée. Je ne veux pas y croire, mais quand je vois les actions de nos collègues occidentaux, même les Britanniques, c'est l'approche qu'ils ont adoptée. Le sommet qui commence aujourd'hui à Sharm el-Sheikh, c'est un sommet qui a convoqué à la base d'un compromis. Les initiateurs ont déjà proposé un compromis et maintenant, il faut remplir le plan proposé, ce qui permettra de mettre fin à cette effusion de sang, résoudre les problèmes humanitaires et commencer le rétablissement, le redressement de la bande de Gaza. Il ne faut pas remettre cela et il faut élaborer un plan de la création de l'État palestinien. Merci. Je vous remercie avant tout. Je tiens à me représenter. Je travaille dans la chaîne Al Jazeera, l'Algérie. Certains États ont reconnu l'État palestinien. Nous espérons que le peuple palestinien sera capable de vivre en sécurité et en indépendance. Il y a quelques questions qui concernent le Sahara occidental. Quelle est la position de la Russie en ce qui concerne le Sahara occidental, vu les tentatives de Rabat d'établir les autorités marocaines sur ce territoire? Avant tout, il faut remplir les décisions des Nations Unies en ce qui concerne le Sahara occidental. Le peuple du Sahara occidental doit définir leur sort eux-mêmes. Ce problème existe il y a 50 ans. Je me souviens que l'ancien secrétaire d'État Jim Baker a été nommé l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies sur le Sahara occidental. J'ai travaillé à New York à l'époque. J'ai rencontré les membres du Conseil de sécurité. J'ai tenu des
entretien avec les membres permanents du Conseil. Et à l'époque, tout le monde a confirmé le principe de la Charte des Nations Unies sur la tenue du référendum pour le peuple du Sahara occidental. Et personne n'a douté que c'était une bonne chose et on devait finaliser les critères quand les anciens doivent assurer les règles justes du vote pour les régions différentes du Sahara occidental. On a même défini le scénario de la tenue de ce référendum, de ce vote, mais puis la situation a changé et nous savons bien que le Maroc n'a pas refusé le principe de l'autodétermination, mais il pense que cette autodétermination doit être remplie en tant que l'autonomie. Pour nous, nous jugeons acceptable la solution qui est acceptable pour tous les partis, la décision qui a été fixée par la résolution des Nations Unies. Les États-Unis ont choisi un autre chemin et l'administration de Trump a reconnu le Sahara occidental comme une partie du Maroc. Pour nous, c'est le sujet clos, mais nous pensons que le sujet sera clos lorsque toutes les parties prenantes et pas une seule partie comprendront que cette décision se fonde sur l'équilibre des intérêts. La résolution du Conseil de sécurité est la seule chose qui existe maintenant. S'il y a de nouvelles résolutions du Conseil de sécurité comprenant de nouveaux principes du règlement, nous allons discuter de ces initiatives si ces initiatives sont mutuellement acceptables pour toutes les parties prenantes. Le micro, s'il vous plaît. Je représente les médias de Bahreïn. Monsieur Lavrov, selon vous, est-ce qu'il y a des perspectives de libérer les citoyens du Bahreïn ? Nous célébrons le 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Et est-ce que la question de visa sera réglée? Oui, je pense que c'est notre erreur. Et M. Verchenin, vice-ministre des Affaires étrangères, mon adjoint, doit régler cette question. Nous avons des relations merveilleuses avec le Bahreïn et la question de visa doit être réglée. Pourquoi est-ce que nos citoyens doivent obtenir des visas pour visiter nos pays? Alors, je pense que nous allons régler cette question, ce problème. Bonjour, Votre Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la Grande Russie. Je représente la chaîne de l'Irak. Comment est-ce que les relations commerciales et économiques entre la Russie et l'Irak se développent? Aujourd'hui, il y a certains outils, certains mécanismes adoptés par la Russie et l'Irak pour développer les relations. Et la deuxième question, comment évaluez-vous le déroulement de la situation en Irak et quel rôle est joué par le corridor nord-sud dans le cadre du
projet du développement de l'Irak. Comme d'habitude, nous avons des relations amicales, traditionnellement amicales avec l'Irak, et je pense que nous avons porté une contribution constructive au développement de l'Irak après le renversement du régime de M. Hussein. Et lorsqu'ils ont parlé d'une sorte de substance chimique, du poison qui n'était que le poudre, la pâte à dents, ils ont parlé des autorités technocratiques. Donald Trump parle de cette autorité technocratique pour gouverner Gaza. Et cet organe sera dirigé par Tony Blair. Il était parmi tous ceux qui a annoncé la nécessité de renverser le régime de Hussein, de commencer les hostilités sous un prétexte imaginé. Je me rappelle cette période, je travaillais à New York. Pendant cette époque, la situation était plutôt difficile, compliquée. Il y avait des tensions. L'administration de M. Brenner a interdit toutes les structures liées avec le parti Baas. Alors, c'était presque toutes les structures de l'Irak. Ce n'est pas un secret que l'armée de M. Hussein, que Saddam Hussein était le pilier, l'acteur principal de son armée. Il faut rétablir la cohésion sociale, la cohésion nationale. C'est important pour n'importe quel pays de la région, soit la Libye, soit l'Irak. Il y a beaucoup de sociétés russes qui fonctionnent dans ces pays, comme par exemple le Lukoil, qui paie des impôts, qui portent leur contribution au développement économique de ces pays. Compte tenu du fait que nos sociétés travaillent à Kurdistan, ils créent la base solide, matérielle pour cette cohésion sociale et nationale. Nous avons la commission mixte. Nous maintenons les contacts au niveau différent. Lors d'une conversation téléphonique, nous discutons d'une vaste gamme de questions. Il y a des conversations téléphoniques au niveau des ministres, au niveau des présidents. À New York, nous avons eu de bonnes négociations et je pense que nous pouvons être satisfaits par le développement de nos relations et nous devons fixer de nouvelles objectifs qui qui correspondent aux intérêts de nos deux peuples. Mona Hawa, le Qatar, le journaliste indépendante. J'ai deux questions portant sur l'Iran et sur la Palestine. En ce qui concerne l'Iran, est-ce que c'est vrai que la Russie a empêché la mise en œuvre des arrangements sur l'énergie nucléaire pacifique à l'Iran
en ce qui concerne les livraisons du système du missile S-400. La deuxième question. À présent, aucune mesure n'a été prise contre l'État d'Israël dont les offensives ont causé de grands souffrances à Gaza. Alors, l'interprétation était un peu tardive. Est-ce que vous pouvez répéter votre question en ce qui concerne les arrangements, s'il vous plaît? La première question, M. Zarif a dit que dans le passé, la Russie a saboté les tentatives d'accorder l'initiative sur l'énergie nucléaire. Et quel est le sort des avions Sukhoi? Est-ce qu'ils ont été livrés, fournis? En ce qui concerne notre coopération avec l'Iran, les sanctions du Conseil de sécurité ont été levées. C'est pourquoi nous n'avons aucune limite, aucune restreinte. C'est pourquoi nous fournissons la production à la République islamique de l'Iran, la production dont il est en besoin. Tout cela conformément à la législation internationale. En ce qui concerne les déclarations de M. Zarif, nous avons travaillé avec lui dans le cadre du PAGC, le plan d'action compréhensive, et c'était lui qui avait pris la décision finale avec John Kerry. Les autres participants à ces négociations n'étaient que des observateurs. Ils ont observé les négociations entre M. Zarif et les États-Unis, John Kerry. Nous avons toujours suivi notre ligne, nous avons toujours promu cette initiative. Il s'agit de la résolution 2231. Je ne sais pas de quoi parle M. Zarif, mais je peux mentionner les événements récents. Au Conseil de sécurité, l'Occident a organisé une mise en scène et a dit que les sanctions contre l'Iran doivent être rétablies. Alors, l'Occident a utilisé le prétexte très connu, le mécanisme du snapback, qui est unique pour les décisions du Conseil de sécurité, parce que ce mécanisme prévoit que chaque pays qui veut réimposer des sanctions peut initier ce processus et personne ne peut empêcher. Voilà le schéma qui était harmonisé personnellement par M. Zarif, de façon directe avec M. Kerry. À l'époque, nous avons été surpris, à vrai dire. Si les partenaires iraniens ont pu accepter cette initiative, cette mesure, alors nous avons dû l'accepter aussi. L'Iran n'a pas voulu violer le PAGC. Il était sûr que personne ne va pas le désorienter, le dérouter. Et en fait, il s'est avéré que ce n'était pas l'Iran qui a violé ce plan, mais c'était l'Europe qui a rejeté ses engagements. Mais je le répète, c'est la création de M. Zarif.
Et une deuxième partie de la question sur la Palestine. Oui, vous savez, on en a déjà parlé en détail. Cet héritage de problèmes accumulés dans la région après la déclaration de la création de l'État d'Israël devient de plus en plus explosif. Et après l'acte terroriste de 7 octobre 2023, Israël, comme je l'ai déjà dit, a répondu avec un châtiment collectif des Palestiniens, ce qui est considéré comme une violation du droit international. Cette haine qui provient de deux parties prend l'envergure, prend l'échelle inimaginable. Israël dit on va éliminer Hamas et tout sera bien. Votre logique est de presser l'Iran. Mais cela ne marche pas comme ça. Tous les hommes politiques d'Israël, y compris les politiciens, les hommes politiques radicaux, doivent être pris en compte. Leur opinion doit être prise en compte. On doit chercher l'équilibre des intérêts et les grandes puissances du monde doivent utiliser leur influence à toutes les parties prenantes du conflit afin de les encourager à chercher l'équilibre des intérêts. Et comme le président Poutine a dit il y a quelques jours, nous voyons que c'est le principe par lequel M. Trump est motivé et guidé. Bonjour. Monsieur Youssef Shan TV, la Syrie, Monsieur le ministre. Tout le monde sait que la Syrie traverse la période de violence, de génocide dans les régions diverses sur la côte syrienne. On observe les massacres collectifs, le vol des enfants, des femmes. Qu'est-ce que la Russie fait pour mettre fin à ces pratiques monstrueuses et persuader M. Al-Shara de prendre ce problème en main et de la régler? Comment travaillez-vous avec M. Al-Shara après son accession au pouvoir? Et la deuxième partie de ma question, quel est le sort du problème lié à Bachar Assad? Il est connu que Bachar Assad a survécu la tentative d'empoisonnement en Russie. Est-ce vrai? Bachar Assad se trouve en Russie pour des raisons humanitaires. Sa famille et lui ont été menacés par la mort Hillary Clinton qui observait son meurtre en ligne et qui voulait applaudir ces tentatives. Et nous avons donné l'asile à Bachar al-Assad et sa famille. Il n'a aucun problème avec habitation dans notre pays. Aucune tentative d'empoisonnement n'a lieu. En ce qui concerne la Syrie, en mars, des événements préoccupants ont lieu et, entre autres, nous avons donné notre base aérienne Khmeimim pour les personnes civiles et certaines militaires de l'armée syrienne pour les sauver de la violence qui a été provoquée à l'époque. Comment on peut
calmer la situation en Syrie. En Syrie, nous n'avons pas des objectifs égoïstes. Nous avons toujours été à côté du peuple syrien. Nous nous prononçons toujours pour que la Syrie, en tant que pays multiconfessionnel et multinational, se base sur l'unité nationale, sur la promotion de cette unité nationale. C'était le cas pendant la présidence de Bachar Assad et quand les États-Unis, de facto, voulaient voir la division de la Syrie quand ils ont alimenté les séparatistes kurdes au nord-est de ce pays en créant des problèmes pour la société syrienne, pour la Turquie, le pays voisin, et pour d'autres pays voisinants où il y a des minorités kurdes. Ce n'était jamais notre objectif. Nous nous prononçons toujours pour l'unification de tous les territoires syriens. Maintenant, décembre dernier, une autre personne a accédé au pouvoir. C'est toujours notre objectif. Nous sommes convaincus de la nécessité pour tous les pays de cette région. Et cette région est cruciale pour la stabilité mondiale. Il faut favoriser, contribuer à le rétablissement de l'intégrité territoriale de la Syrie qui est exposée de nos jours aux défis au nord-est, au nord et au sud récemment, quand Israël a commencé de parler de la démilitarisation des territoires au sud de Damas. Et cela concerne directement la question de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie. Ce ne sont pas des plaisanteries. Bien sûr, nous soutenons les actions de nouvelles autorités qui visent à calmer les situations. Et dans ce contexte, en premier lieu, nous avons organisé en janvier dernier la visite de la délégation interministérielle à Damas pour réviser les relations établies avec la République arabe syrienne. Puis il y a eu un entretien téléphonique du président Poutine avec le président Shara. Puis en avril, j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères, M. Shibani, à Antalya, en marge du forum politologique d'Antalya. Puis en juillet, M. Shibani et le ministre de la Défense et un nombre d'autres membres du gouvernement sont venus chez nous en Russie. Et récemment, en septembre, il y a quelques semaines, à New York, j'ai rencontré M. Shibani. Nous avons une compréhension mutuelle que la base des relations qui existait depuis très longtemps, elles sont toujours pertinentes. Oui, il faut ajuster quelques éléments, quelques moments, mais cela reflète quand même les situations qui existent en Syrie. Ce sont en premier lieu les questions économiques, les questions liées à notre coopération militaire et militaro-technique. La partie syrienne est intéressée à ce que nos bases militaires à Khmimim et à Tartus soient toujours présentes. Le président dit que nous sommes guidés par l'intérêt de le pays hôte, la Syrie. Il est clair que dans de nouvelles conditions, ces bases peuvent jouer un autre rôle. Et en tenant en compte de la nécessité d'améliorer les livraisons de l'aide humanitaire, il s'agit des bases maritimes qui peuvent jouer le rôle des centres humanitaires pour y livrer les cargos humanitaires, même dans la région du Sahara, Sahel et dans d'autres pays qui ont besoin de cette aide humanitaire. Oui, j'ai évoqué des contacts. En première moitié du mois de septembre, une nouvelle délégation dirigée par le vice-premier ministre M. Novak a visité Damas et a tenu des négociations fructueuses. C'est pourquoi nous sommes en train d'adapter notre base juridico-contractuelle à de nouvelles réalités. Et dans ce contexte, nous voyons un intérêt réciproque. Merci.
Merci beaucoup. Ben Mohamed, la représentante de la Tunisie. Le sommet Russie-Monde arabe va porter sur les questions économiques liées au soutien de la Russie aux pays arabes. Est-ce qu'on va discuter les questions du partenariat et des investissements entre la Russie et les pays arabes? Quels sont ces pays et dans quel domaine? Deuxièmement, l'Afrique occupe une place particulière dans la politique extérieure de la Russie. Qu'est-ce que la Russie fait pour renforcer leur rôle dans les pays africains, y compris en Tunisie? Merci. J'ai déjà mentionné dans mon mot de bienvenue, nous avons une croissance économique consécutive et durable. Cela concerne le commerce, la coopération d'investissement. Si l'on parle du commerce, nous coopérons dans le cadre des marchés mondiaux des hydrocarbures, dans le cadre des forums des pays exportateurs du gaz, dans le cadre du format OPEP+, où il y a un comité de surveillance co-présidé par l'Arabie saoudite et par la Russie. Parmi d'autres volets de nos échanges commerciaux, je voudrais souligner les livraisons d'alimentation, la production halal, les céréales et d'autres produits d'alimentation, les engrais qui sont demandés par nos amis arabes, bien sûr le tourisme, l'industrie. Il y a des projets prometteurs en matière de l'énergie nucléaire, par exemple l'utilisation des technologies nucléaires en matière de la médecine et de l'agriculture. Nous sommes en train de finaliser les projets en cette matière et je voudrais mentionner notre coopération dans le domaine économique, le Fonds russe des investissements directs. Et ensemble avec nos collègues du Qatar, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et dans d'autres pays du Golfe, nous envisageons de mettre en place un nombre de projets communs sur le co-investissement en Fédération de Russie à la base des conditions qui sont favorables, qui sont bénéfiques pour notre fondation, qui sont bénéfiques pour nos amis arabes. Oui, c'est tout, je crois. Oui, nous avons de bonnes perspectives. Monsieur Lavrov, bonjour. Comment évaluez-vous le processus de la création d'un organisme international sur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza? Est-ce que la Russie joue un rôle médiateur entre Bagdad et Koweït en ce qui concerne la question de Abdallah? Est-ce qu'on va introduire l'annulation des visas pour les citoyens de Koweït? En ce qui concerne les visas, j'ai déjà répondu à votre collègue du Bahreïn. Nous sommes intéressés à faciliter le régime de visa. Si vous n'avez pas encore envoyé la requête d'annuler le régime de visa, envoyez-la, nous allons l'examiner. Les relations entre l'Irak et le Koweït sont en train de se normaliser. Le processus a duré très longtemps et pour aujourd'hui, il reste quelques difficultés qui ont été examinées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais à l'issue de cette réunion, on a eu des décisions qui vont
contribuer à la normalisation des relations et je pense que le Conseil de sécurité va contribuer à la normalisation finale des relations entre l'Irak et le Koweït. Ce sont les pays amis pour la Russie. Quant à la bande de Gaza, et le plan de Donald Trump prévoit, à part de la remise des otages, du retrait des forces israéliennes à une distance concrète. Il prévoit la résolution des problèmes humanitaires. Il prévoit aussi une certaine gestion de la bande de Gaza pour la période du rétablissement. Oui, il y a beaucoup de choses à faire et chaque jour, nous voyons des images des rues, des places détruites. Cet espace de la vie quotidienne est détruit. Comment cet organe va-t-il fonctionner? Autant que je sache, le Conseil de paix, dirigé par le président des États-Unis, ce sera un comité de surveillance, un conseil de surveillance qui va fonctionner en tant que mécanisme qui inclut des technocrates qui vont coordonner des flux économiques, des flux financiers. Ce sont les pays arabes qui vont s'assumer le fardeau du rétablissement de la bande de Gaza. Tout le monde a ses fonctions, la division de travail. Mais il faut que ces formules qui sont incluses dans le plan de Trump, personne ne doit les réviser. Il y a beaucoup de tentatives, beaucoup d'initiatives. Israël, par exemple, déclare que tous ces arrangements permettent à l'État d'Israël de reprendre les hostilités dans le moment choisi, au moment choisi. Hamas pense que l'État d'Israël essaie de concrétiser quelque chose et s'oppose à cela. Et Hamas pense que le plan de Donald Trump doit rester intact et doit être adopté intact. Il est extrêmement important de ne pas alimenter la haine, être patient et de se focaliser sur la mise en œuvre concrète des arrangements sur la libération des otages, la libération des Palestiniens, bien sûr. Et nous allons encourager et soutenir ce processus. Ezet Ibrahim, rédacteur en chef. Hier, M. Assisi a dit qu'il est nécessaire de contrôler au sein des Nations Unies le déroulement, la mise en œuvre du plan de Donald Trump. Récemment, le Conseil de sécurité n'a pas réussi à atteindre des progrès dans la résolution, dans le règlement du conflit entre Israël et Palestine. Alors, quel peut être le rôle de l'Égypte dans ce processus? Le rôle de l'Égypte est très évident. L'Égypte est l'un des acteurs majeurs, l'un des médiateurs majeurs dans un grand nombre de conflits. C'est un pays qui est très, très énergique. Aujourd'hui, par exemple, M. Assisi va co-présider avec M. Trump au sein du sommet à Sharm el-Sheikh avec le soutien du Qatar, de la Turquie.
cet événement qui suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup d'espoir. Nos relations avec la République arabe de l'Égypte sont exemplaires, je pourrais dire, en matière d'économie, d'énergie. Nous construisons la première centrale nucléaire en Égypte en ce qui concerne la logistique, l'économie, l'infrastructure. Nous créons des zones industrielles russes dans la zone du canal de Suez, par exemple. C'est une zone qui vise la création du centre logistique pour les pays limitrophes et pas que. Nous avons une histoire riche de relations depuis l'Union soviétique. Comme vous le savez, beaucoup de sites de l'infrastructure égyptien ont été construits grâce au soutien de la Russie. J'ai mentionné l'Égypte parmi les participants de l'intervention. Notre commission intergouvernementale a des séances régulières, discute de nouveaux volets de la coopération et examine les possibilités de stimuler davantage quelques domaines de notre coopération. Et l'Égypte est un de nos partenaires clés au nord de l'Afrique. Nous maintenons de bonnes relations avec tous les pays de la région, avec la Tunisie, avec l'Algérie, le Maroc. Et j'espère vraiment qu'en Libye, la cohésion nationale et sociale sera mise en œuvre, réalisée. Bonjour, je représente la chaîne internationale de l'Algérie. Certains pays africains, y compris les pays de la région du Sahel, craignent le corps africain qui se trouve là-bas et qui pourrait s'ingérer dans les affaires intérieures des États. Est-ce qu'il est possible, selon vous, que le corps africain commette les crimes contre les personnes civiles? Est-ce qu'il est probable, selon vous? Vous savez, le corps africain est une unité du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Nos militaires ne commettent pas des crimes contre les personnes civiles, ne commettent pas des attaques contre l'infrastructure civile. Et si les personnes qui vous ont demandé de couvrir ce sujet, de poser cette question, ont quelques faits, ont des questions, on peut les présenter tous les faits. On essaie de nous accuser de tous les maux du monde et en ce qui concerne les pays limitrophes, du Sahel. Si vous parlez du Mali, par exemple, alors au Mali, le corps africain est présent et fonctionne selon les requêtes, les demandes légitimes des autorités de ce pays. Nous sommes au courant des tensions qui existent entre nos amis algériens et nos amis maliens. Ces tensions sont liées au passé colonial. Appelons un chat un chat. La période coloniale, quand les pays occidentaux ont divisé l'Afrique comme ils le voulaient, ils n'ont pas pris en compte des groupes ethnoconfessionnels, comme c'était le cas avec le Burundi, le Rwanda, les Tutsis, les Hutus. Et dans le cas du Mali, on peut citer les Touaregs. Alors, tous ces facteurs alimentent les conflits.
Et tous ceux qui ont divisé l'Afrique comme ça essaient de provoquer la tension, la plus grande tension, même aujourd'hui. Si on prend la carte de l'Afrique, il y a beaucoup de frontières artificielles. Et l'Union soviétique, après la décolonisation, a examiné, a considéré la possibilité de faire la division des frontières de façon plus logique pour ne pas séparer les groupes confessionnels et les groupes ethniques. Mais la décision a été prise de ne pas le faire parce que cela aurait ouvert le boîte de Pandore. Alors, c'était la décision très sage de la part de l'Union africaine, je pense. Nous maintenons les contacts avec nos amis algériens en ce qui concerne le problème que vous avez mentionné, les relations avec le Mali, et nous maintenons les contacts avec nos amis maliens. Et les deux parties s'intéressent au rapprochement et à la résolution de ces désaccords. La dernière question, s'il vous plaît. Monsieur Lavrov, Hassan Fakir, je représente la République du Liban. Premièrement, quel est le rôle des États-Unis dans le règlement de la situation au Moyen-Orient et en ce qui concerne l'ordre du monde multipolaire? La Russie porte sa contribution à la transition vers ce modèle, y compris au Moyen-Orient. En Liban, on attend chaque jour les actualités sur la violation des initiatives. Vous avez dit que le 7 octobre, l'acte terroriste a eu lieu, mais ce qui a été fait par l'État d'Israël pendant 2 ans, est-ce que cela peut être qualifié comme l'acte terroriste, comme les actes terroristes? Vous avez le droit d'avoir votre propre opinion, mais l'assassinat, le massacre de plusieurs milliers des gens, des civils non armés qui se sont rassemblés, c'est l'acte du terrorisme. On ne peut le qualifier d'autre façon. Le châtiment, la punition collective du peuple palestinien est aussi la violation du droit international. En ce qui concerne votre question, je n'ai pas compris qu'est-ce que vous avez dit sur les plans des États-Unis. Ces plans sont en train d'être réalisés et nous les souhaitons plein succès. Mais nous comprenons que ce plan doit être mis en œuvre dans son ensemble et personne ne va changer les règles du jeu parce que nous voyons déjà les tentatives de certains acteurs de le faire. Et nous espérons vraiment que ce plan est mis en œuvre de façon juste et correcte. Et on va passer à la création de l'État palestinien et trouver des compromis concrets conformément aux décisions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. En ce qui concerne l'ordre du monde multipolaire, c'est pas nous qui créons ce modèle au Moyen-Orient ou dans quelques parties du monde, c'est un processus objectif. Prenons l'exemple des pays du Golfe. Pendant quelques années, quelques 40 années, ils ont renforcé leurs capacités et peuvent vraiment influencer quelques processus. Aujourd'hui, c'est un processus objectif. Et l'Union africaine, les structures subrégionales en Afrique
travaillent avec énergie et renforcent leur capacité, leur potentiel. La même chose en Asie, par exemple. En ce qui concerne notre concept de la sécurité eurasiatique, il prévoit la participation de tous les continents, de toutes les parties de ce continent qui comprend beaucoup de civilisations anciennes. Il s'agit des pays du Golfe, de l'ASEAN, de toutes les structures qui font partie de l'Eurasie. Et je pense que la Ligue des États arabes, même que quelques États se trouvent en dehors du continent eurasiatique, peuvent y prendre sa part. Et nos collègues occidentaux doivent comprendre le plus vite que possible qu'ils ne peuvent pas dominer le monde entier comme il était autrefois. Ils ne peuvent pas asservir le monde et exécuter tous les peuples. Ils doivent avoir leur place juste sur l'arène internationale. Bien sûr, il faut également respecter les résolutions du Conseil de sécurité. La résolution 1701 du Conseil de sécurité est toujours pertinente. Elle prévoit le rejet de toutes les offensives et le retrait des troupes israéliennes du Liban, ainsi que le retrait de Hezbollah vers le nord de la Lituanie. Et bien sûr, la violation de l'espace aérien du Liban et la violation de l'intégrité territoriale du Liban sont interdits par cette résolution. Ils sont inacceptables. Et les faits que j'ai énumérés, les faits qui sont fixés par les résolutions des Nations Unies, ne sont pas remplis pleinement. Mais il ne faut pas baisser les mains, il faut aider notre partenaire libanais. C'est un peuple qui a tant souffert. C'est un pays qui appartient à, comment on appelle, la Genève arabe. C'est un pays qui a été exposé à plusieurs conflits, à plusieurs crises. Nous sommes prêts à contribuer à la normalisation de la situation dans le pays. Merci. Ce discours de Sergueï Lavrov marque un tournant majeur dans les relations entre Moscou et le monde arabe. Une alliance stratégique qui pourrait redessiner l'équilibre mondial et changer la donne au Moyen-Orient. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle ère diplomatique? Commentez ci-dessous, partagez votre avis et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations géopolitiques.